Donc l'objectif de cette présentation, et je voulais vous faire part, ça va être assez technique malgré tout, je voulais vous faire part du point de vue du cardiologue qui est confronté à la situation d'avoir une jeune femme qui souhaite une grossesse alors qu'elle a une maladie cardiaque et en particulier une cardiomyopathie. Donc je ferai un tout petit rappel de physiopathologie extrêmement simple, mais pour vous expliquer que la grossesse entraîne de profondes modifications du système cardiovasculaire pendant les premières semaines. Et puis, il y a une sorte de Big Bang qui est le travail et l'accouchement. Et puis, ce n'est pas fini parce que les choses peuvent perdurer dans la phase qui suit l'accouchement. On verra, mais elles ont été décrites, la grossesse associée à des risques de complications chez la mère et l'enfant, donc je vais aller très rapidement. Et après nous, on doit stratifier le risque de façon à essayer de le formaliser le plus simplement possible aux familles, à la patiente et à son conjoint et les accompagnants. Et puis, il y a malgré tout, malgré ce flou, cette complexité, il y a des recommandations qui commencent à apparaître, et en particulier pour la cardiomyopathie hypertrophique, où elles ont été bien établies. C'est 2014, je crois, le papier sur les dernières recommandations. On verra un petit registre français, mais qui est important, et je relancerai cette idée de nous adresser les patients pour avoir des données françaises. Je ne parlerai pas de l'accouchement ni de la contraception qui ont été traitées, et puis je ferai une petite conclusion. On en a pour une quinzaine de minutes maximum. Donc, au cours de la grossesse, vous voyez très précocement, dès le 3e mois, le volume sanguin augmente de façon importante. Les résistances vasculaires, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à l'acheminement du sang vers les vaisseaux, se modifie. Et puis la fonction cardiaque en elle-même se modifie. Il y a des hormones de la grossesse qui vont modifier la fonction vasculaire et la fonction cardiaque. Et donc, le challenge, c'est l'adaptabilité du système cardiovasculaire, en particulier chez les patients qui ont un antécédent cardiovasculaire, qu'il soit hypertendu ou qui ait une dysfonction de la contraction ou de la relaxation cardiaque. Donc, il y a des risques de décompensation, c'est-à-dire d'avoir des œdèmes et un essoufflement, des risques de troubles du rythme. Et puis, il y a rarement, mais un risque de décès maternel ou de décès de l'enfant. Cette courbe en bleu vous montre l'augmentation du débit cardiaque avec 12 semaines, on est quasiment en plateau. Mais les choses ne sont pas finies parce que pendant l'accouchement et le travail se produisent des modifications encore plus importantes avec toutes les douleurs liées à l'accouchement, l'anxiété, les contractions utérines qui vont mobiliser une masse sanguine importante et puis qui va, après la délivrance, être libérée. Donc ça apporte un surcroît de travail pour les cavités cardiaques. Et on voit quand on s'intéresse aussi au suivi de certaines hormones que, par exemple, la prolactine va être sécrétée de façon importante, être maintenue en sécrétion si la patiente allaite ou si la femme allaite, et puis lorsqu'elle n'allaite pas, ça va décroître. Donc il y a plein de modifications neuro-hormonales qui peuvent jouer également sur le système cardiovasculaire. Donc il y a un Big Bang, et quand on s'intéresse à une certaine cardiomyopathie qui elle-même est liée à la grossesse, vous voyez qu'elle s'exprime relativement peu pendant la grossesse, mais c'est lors des dernières semaines et après l'accouchement que les symptômes se manifestent. Et puis après, c'est pas fini, c'est-à-dire qu'après l'accouchement, la fonction ventriculaire gauche peut continuer à s'altérer ou ne pas récupérer. Et l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de dire, effectivement, votre fonction avant la grossesse est un peu altérée, mais on ne sait pas très bien si vous n'allez pas perdre un peu après cette histoire-là. Voilà, donc il y a vraiment des questions qu'on essaie d'évaluer avant et auxquelles on ne pourra pas franchement répondre. Alors, malgré tout, avec les papiers, les séries, et je vais vous montrer une publication là qui est en anglais, mais je vais vous expliquer, qui est assez simple, qui montre que dans un gros registre américain, vous voyez 4 400 000 grossesses, eh bien, il y en avait finalement 2078 chez des patientes atteintes d'une cardiomyopathie. Donc c'est quelque chose qui est rare en termes de présentation clinique. Et on voit que les patientes qui ont une cardiomyopathie, ici les 2078, par rapport aux patientes qui n'ont pas de cardiomyopathie, il y a vraiment plus de complications autour de l'accouchement. Il y a une mortalité maternelle qui est plus importante, 0,8 contre 0,01. Il y a beaucoup plus d'insuffisance cardiaque, 33% contre 0,02%. Il y a plus d'arythmie. Et puis, il y a un peu plus d'événements cérébrovasculaires, un peu plus d'événements thromboemboliques, mais pas tant que ça. Et quand on s'intéresse aux deux grands types de cardiomyopathie, donc l'hypertrophique et la dilatée, on voit que les manifestations sont
plus fréquentes dans les cardiomyopathies dilatées. La cardiomyopathie hypertrophique se présente malgré tout un peu mieux pour la grossesse. Et on va le décliner par la suite. Donc ça, c'est le risque maternel. Et puis, il y a des risques liés donc pour l'enfant, notamment un risque de faible poids de naissance, un risque accru de très faible poids de naissance avant terme et de naissance très prématurée, et puis des petits poids par rapport à l'âge gestationnel de l'enfant. Donc conséquences à la fois chez la mère et chez l'enfant. Donc c'est des situations qu'il faut discuter, présenter aux familles. Et donc je reviens sur l'intérêt majeur de l'équipe pluridisciplinaire pour évaluer au mieux ce risque maternel et fœtal et du dialogue nécessaire avec l'équipe du suivi des grossesses à risque. Donc c'est ce qu'on a à Nantes et on discute avec eux sur on a une attitude préemptive d'organisation du suivi. Le suivi est pas mal fait. Le problème, c'est l'accouchement. L'accouchement, on n'est pas prévenu. Il peut arriver. On a vu qu'il y a des naissances prématurées. Et je trouve que la prise en charge du travail de l'accouchement est des choses qui sont souvent insuffisamment discutées. Donc, on explique à la patiente et au conjoint les risques de la grossesse, le risque cardiaque, le risque obstétrical, le risque fœtal et néonatal. Et puis, les effets à long terme sur le cœur. C'est-à-dire que l'histoire n'est peut-être pas finie après la grossesse. Et puis, il faudra, quand on envisage une grossesse aussi, discuter de l'espérance de vie de la mère face à sa cardiomyopathie, si elle est sévère. Il y a la discussion du conseil génétique avant et effectivement après la naissance. La contraception et ses risques après la grossesse. Il ne faut pas oublier que si on a une grossesse compliquée, eh bien, il va falloir prévenir une éventuelle grossesse par la suite. Et puis, il faut changer tous les traitements cardiaques. Et on a des médicaments qu'il faut arrêter, en particulier les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes de l'angiotensine 2 et les anti-aldostérone. Ce sont des médicaments qui sont des médicaments clés, c'est les pierres angulaires du traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc moi, ce que je cherche toujours, c'est les arrêter et puis voir à l'arrêt du traitement s'il n'y a pas de décompensation qui finalement contre-indiquerait une grossesse après quelque temps. C'est-à-dire qu'il faut expliquer toutes ces étapes et on est d'une histoire naturelle, on devient sur une histoire accompagnée cliniquement et un peu lourde. Il faut donc planifier la grossesse et puis discuter éventuellement de l'induction et des traitements de la fertilité. Et puis, il faut optimiser les patientes avant, quitte à prévoir un peu de réadaptation pour qu'elles abordent le sujet en forme. Voilà, l'examen clinique sera complet, on fait des examens complémentaires, on aime bien faire des échocardiographies d'effort en particulier qui permettent de voir l'adaptabilité du cœur à l'effort physique. Et puis, il y a des scores qui ont été issus d'études. Alors, c'est en anglais, mais globalement, pour la cardiomyopathie dilatée, on n'a pas de valeur très très sûre. Il y en a une qui est importante, c'est une patiente qui a une fraction d'éjection, c'est-à-dire la fraction systolique, lors de chaque contraction. Si elle est inférieure à 40%, il y a une contre-indication qui est clairement recommandée. Quand l'obstruction, dans le cas de cardiomyopathie hypertrophique, est importante, là encore, il y a effectivement une contre-indication, mais c'est un peu plus finement précisé par les recommandations européennes. Et puis, bien sûr, s'il y a eu des événements cardiaques comme des décompensations sévères, etc. Donc, il y a des scores. Le premier score que je vous présente, c'est le score CARPREG. Vous voyez, en faisant la somme des différents points, on arrive à définir un certain risque pour aider les patients à réfléchir. Après, il y a une classification internationale qui est complexe, mais qui comprend 4 classes et qui définit les risques d'accident pendant la grossesse en fonction de la pathologie. Donc ça nous aide franchement dans les discussions. Vous voyez qu'il y a des pathologies comme le prolapsus valvulaire mitral qui ne s'accompagnent d'un faible risque. Il n'y a pas de risque de surmortalité ni de morbidité chez la femme. Et puis, donc, on a 1 à 2 visites pendant la grossesse. Il y a des pathologies un peu plus sévères, par exemple la tétralogie de Fallot ou des pathologies congénitales non réparées ou des cardiomyopathies avec une atteinte modérée de la fonction systolique où on va quand même organiser un suivi trimestriel avec une petite augmentation du risque. Et puis, il y a des pathologies où il faut vraiment poser la contre-indication, avoir une discussion ferme. Et puis, si la grossesse est décidée, eh bien, on va faire un suivi intensif mensuel, clinique, échocardiographique et avec un dosage du NT-proBNP qui nous aide pour voir si on a une augmentation des pressions et de la rétention hydrosodée. Et puis le stade, la classe 4 de cette classification internationale, la grossesse est franchement contre-indiquée
il y a un risque très élevé et on peut discuter à ce moment-là avec les patients et les conjoints une interruption. Mais si la grossesse est poursuivie, ce sera un suivi qui sera tous les 15 jours éventuellement. Donc pour la cardiomyopathie dilatée, je ne vous dis pas de claires recommandations. Un facteur clé qui semble être la fraction d'éjection, moins de 40%, puis un antécédent aussi de cardiomyopathie du péripartum, c'est-à-dire de grossesse qui apparaît, d'insuffisance cardiaque qui apparaît être liée à la grossesse. Les bêta-bloquants, on en a parlé, on autorise les bêta-bloquants cardiosélectifs qui sont importants, c'est les seuls traitements qu'on va laisser, et puis on va remplacer les autres, donc IEC par des vasodilatateurs périphériques et des dérivés nitrés s'il y a des symptômes. On va utiliser des diurétiques s'il y a des œdèmes. Et puis, on va hospitaliser effectivement les patientes si la congestion est trop importante avec des diurétiques par voie intraveineuse. On préfère l'accouchement par voie basse, c'est ce qui est généralement recommandé, mais ça se discute avec les obstétriciens. On peut être amené à faire une césarienne et on peut discuter un accouchement plus précoce s'il y a une décompensation cardiaque. Et puis, dans certains cas très dramatiques, on va pouvoir recourir aux perfusions d'inotropes positifs, c'est-à-dire de médicaments qui augmentent la contractilité, voire une assistance mécanique et éventuellement la transplantation. Concernant la cardiomyopathie hypertrophique, donc les choses sont un peu mieux précisées par les recommandations européennes. Et vous voyez que les femmes qui auront une obstruction minime à modérée, sans symptômes, avec ou sans traitement, quelques troubles du rythme bien contrôlés, une fonction systolique contractile, une contraction normale ou très légèrement altérée, eh bien, il y a généralement un feu vert. On est sur la même classification que la classification internationale, mais spécifiquement adaptée à la CMH. Quand l'obstruction est sévère, eh bien, une augmentation significative de la mortalité. Et donc là, on est plutôt sur l'avis défavorable. Mais si la grossesse se déroule, eh bien, il faudra l'accompagner par une surveillance médicale accrue. Et puis, les dysfonctions sévères du ventricule gauche, une obstruction sévère, malgré le traitement, reste une contre-indication majeure. Alors, concernant les bêta-bloquants dans la CMH, ils doivent être poursuivis chez les femmes qui les utilisaient avant la grossesse. Mais vous voyez qu'on est sur une recommandation qui est pas une recommandation péremptoire. Donc, c'est un petit espace de discussion, mais généralement, c'est ce qui est fait. Et l'Europe préconise le métoprolol. Ils peuvent être débutés pendant la grossesse. Et chaque fois que les bêta-bloquants sont prescrits, en revanche, il faut surveiller le développement de l'enfant. Et l'état du nouveau-né doit être surveillé de façon rapprochée après l'accouchement, qui se fait par voie vaginale et induit éventuellement. Et on anticoagule les patientes en fonction des troubles du rythme, soit par antivitamine K, voire héparine de bas poids moléculaire. Et la cardioversion peut être envisagée éventuellement en cas de fibrillation auriculaire persistante, mais avec un niveau de recommandation plus faible. Alors, cardiomyopathie hypertrophique et grossesse, généralement, ça se passe pas si mal. S'il y a des arythmies, il vaut mieux les contrôler, les traiter rapidement. On n'a pas l'impression que ça aggrave les troubles du rythme ventriculaire ni le risque de mort subite. Mais la période la plus à risque, et je reviens dessus, c'est vraiment la période du travail, de l'accouchement et des jours qui suivent. Parce que les choses se remettent en place. Il y a vraiment un bouleversement neuro-hormonal et hémodynamique qui intervient à ce moment-là. Le registre français qui a été financé par la Ligue contre la cardiomyopathie, eh bien, il avance doucement mais sûrement. Donc, il s'intéresse aux femmes qui ont une grossesse avec une insuffisance cardiaque gauche, diagnostiquée avant la grossesse, ou un antécédent de cardiomyopathie qui apparaît au moment de la grossesse avec une fraction d'éjection à moins de 50%. Pour vous résumer simplement, on est à 30 patientes pour l'instant dans le registre, avec un âge moyen de développement de la cardiomyopathie depuis 14 ans, un âge moyen d'accouchement à 29 ans, un peu plus d'une grossesse avant le diagnostic de la cardiopathie. Le nombre de grossesses après cardiopathie, on est à 1,2, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des patientes qui ont pu être suivies avec cette grossesse et la cardiomyopathie. Accouchement à 37 semaines, par voie basse dans la majorité des cas. Donc 13 enfants sont nés, il y a eu un avortement pour une trisomie 21, il n'y a pas de complications postnatales chez 13 enfants. Un enfant a développé une cardiomyopathie dilatée. 9 sur les données, on a encore beaucoup de données manquantes, n'ont pas de cardiomyopathie dilatée. Et il y a eu quand même des événements cardiovasculaires graves ou importants,
une décompensation cardiaque pendant la grossesse, un trouble du rythme ventriculaire pendant la grossesse. Et chez 9 patientes, la fraction d'éjection a baissé à 3 mois. On est à une perte de 7% de points de fraction d'éjection, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et puis le diamètre s'est un petit peu dilaté. Donc vous voyez ce que je vous disais sur les conséquences éventuelles à long terme. Donc pour conclure, il y a un stress, entre guillemets, chez la patiente qui a des antécédents cardiovasculaires. L'insuffisance cardiaque est une cause importante de morbimortalité. Il y a une augmentation du risque également pour l'enfant. Mais on est de plus en plus souvent confronté à des femmes qui ne sont pas si mal avec les traitements médicamenteux et qui souhaitent ardemment une grossesse. Et donc, c'est une situation qui se présente pas si rarement, avec des vraies difficultés de dialogue et d'expression des risques. Si la patiente a peu de symptômes, c'est-à-dire en classe 1 ou 2, on peut effectivement leur dire qu'il y a un risque qui est faible, mais c'est la dysfonction systolique, moins de 40%, les patientes qui sont les plus gênées en insuffisance cardiaque avancée, et puis celles qui n'adaptent pas leur travail à l'échographie d'effort, où on aura une contre-indication qui sera émise par les cardiologues. Et le risque qu'on ne maîtrise pas, c'est est-ce qu'il n'y a pas une perte qui va survenir après la grossesse et qu'on ne récupérera pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Quand vous avez fait votre compte-rendu, moi j'ai un peu vécu ça parce que en fait, moi j'ai la maladie d'Epstein, donc j'ai eu un premier enfant. Ça s'est pas trop mal passé parce que j'avais une homogreffe, donc voilà, j'avais quelques problèmes de tachycardie, mais on m'avait pas encore changé ma valve. Et puis j'avais pas de traitement, donc ça a été très bien. Par contre, après on m'a posé une valve mécanique, donc j'étais sous anticoagulant. Et quand vous parliez de la recommandation de ne pas faire d'enfants, bon, moi, le médecin, enfin le chirurgien, qui était le professeur Fontan, il m'a dit non, il ne faut pas faire d'enfants, vous êtes valve mécanique, anticoagulant, donc là, c'est très risqué. Et c'est vrai que quand la femme a envie d'avoir un enfant, parfois, c'est un peu irrationnel. Et donc, en 95, donc 3 ans après, je voulais avoir un enfant. Donc, je suis allée voir 3 obstétriciens différents qui ont refusé, qui m'ont dit non, nous, on ne vous suit pas parce que c'est trop dangereux. Et le 4e, alors je ne sais pas s'il a vu ma détermination, enfin bref, il a accepté de me suivre. Donc, bien sûr, j'étais sous anticoagulants, j'ai arrêté les anticoagulants et j'ai pris de l'héparine. Donc, j'en avais 3 par jour, une à minuit, entre autres. Et malgré cela, comme vous expliquiez après la grossesse, bref, j'ai fait un caillot. Donc, j'ai thrombosé, j'étais enceinte de 4 mois. Voilà. Et donc, heureusement, je suis tombée sur 2 chirurgiens extraordinaires qui m'ont sauvée, moi et ma fille. Et puis, c'était pas fini parce qu'après, le col s'est ouvert. Parce qu'en fait, comme vous disiez, il y avait d'un côté les cardiologues et de l'autre côté les gynécologues. Et alors, si on anticoagulait trop, je risquais l'avortement. Pas assez d'anticoagulants, je risquais le caillot. Donc, la grossesse a continué. Ma fille est née à 7 mois et demi. Il n'y a pas eu du tout de problèmes respiratoires, etc. Mais 10 jours après l'accouchement, j'ai refait un caillot. Donc là, il y a toutes les conséquences, comme vous disiez aussi, l'interaction, parce que moi j'étais à Broussais, ma fille était à Boussicot, donc c'était très compliqué. Je ne pouvais même pas voir mon enfant, parce que il y a les risques, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si ça va bien se passer ou pas, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. En réanimation, je ne voyais plus mon fils, ma fille, je ne pouvais pas la prendre dans les bras. Et c'est vrai qu'avec ma fille a 21 ans maintenant, va avoir 21 ans, donc elle est en pleine forme et tout, mon fils aussi d'ailleurs, je me dis, en fait, ça aurait peut-être été mieux que le 4e obstétricien me dise non, c'est trop dangereux. Parce que c'est vrai que, j'ai fait une hémorragie interne, je passe les détails, oui. Mais ça a été... Et après, comme vous disiez après, le professeur, je ne sais plus comment, c'est vrai qu'on ne parle pas du après. C'est-à-dire qu'en vieillissant, moi j'ai été donc opérée 4 fois. Je n'ai pas pu être réopérée une 5e fois normalement, donc on m'a fait une valve percutanée.
Et puis là, ben, mes oreillettes sont abîmées, donc on m'a posé un pacemaker. Enfin, tout ça, bon, c'est merveilleux parce qu'il y a eu une évolution depuis 20 ans, mais il faut réfléchir à tout ça, avant, pendant et après. Et puis peut-être que dans ce cas-là, moi je me dis, j'ai peut-être manqué de sagesse, hein, j'aurais peut-être dû dire, ben non, j'ai eu un enfant et je m'arrête là. Je vous remercie de votre témoignage. Je ne sais pas sur la question de la sagesse, mais si nos ancêtres, mettons au XVe siècle, n'avaient pas pris le même risque en faisant des enfants que celui que vous avez pris vous-même, nous ne serions pas là. Ça, c'est une première remarque sur la notion du risque périnatal. Je veux dire, dans l'histoire, le risque périnatal a été extrêmement élevé pour les mères sans cardiopathie. Une deuxième remarque, c'est que je pense qu'on a énormément progressé quand je revois ce que nous savions de la grossesse avec les valves mécaniques dans les années 90 et ce que nous en savons maintenant. Je pense que notre pratique a beaucoup progressé. Et une troisième remarque, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que notre rôle n'est pas de dire à la place des personnes, faites ou ne faites pas un enfant, nous vous autorisons ou nous vous interdisons. Ça n'est pas notre job, nous ne sommes pas de la police. Mais en revanche, c'est de discuter des risques et de les partager avec vous. Donc je ne suis pas du tout, moi, choqué par votre aventure, même si elle illustre bien qu'on s'est progressivement, je pense, amélioré sur la gestion des valves mécaniques en cours de grossesse. Oui, c'est-à-dire que l'obstétricien, il ne m'a pas dit non. Bon, c'est vrai qu'il était très déterminé, mais bon, il savait qu'il y avait des risques. Bon, je les ai pris, hein, mais je me dis, ça a été lourd même par rapport à ma fille, hein, parce que ma fille a eu une période où quand elle était petite, elle regardait, je sais pas, Les Malheurs de Sophie. Il y a eu, bon, je crois qu'il y a une psychologue dans la salle, il y a eu vraiment ce manque parce que je l'ai pas. Moi, je pesais 45 kilos, j'étais à Broussais, ma fille était à Boussicot, donc l'équipe était formidable. Je voyais ma fille, je la voyais un petit peu, mais il n'y a pas eu ce lien, cette, comme vous disiez, interaction. Et il y a eu un manque, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Oui, merci pour cet topo intéressant. J'avais une question pour Monsieur Jean-Noël Trochu. Sur vos 30 grossesses que vous montriez, on a 13 enfants sur les 30 grossesses. Et donc, je me demandais ce qui était devenu donc, un certain nombre de grossesses menées à terme. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez l'information, est-ce que ce sont des fausses couches spontanées, précoces, un peu comme on peut voir de façon ce sont des données manquantes, banales D'accord. Ouais, pour l'instant. C'est des données manquantes. C'est-à-dire qu'il y a probablement d'autres enfants dont on n'a pas... Dont on n'a pas... la difficulté dans les recherches cliniques partagées entre les différents centres, c'est d'aller récupérer toutes les données. Donc on fait des points d'étape. Et là, c'était un point d'étape qui date maintenant d'il y a pratiquement 1 an, que je n'ai pas refait et qu'on va refaire prochainement. Donc, mais le fichier est toujours en cours et on devrait recevoir plus de patients. Mais actuellement, non, il y aura... je ne peux pas vous dire le nombre de décès ou d'avortements à l'heure actuelle. On n'a pas encore l'information. D'accord, merci. Il y a une question qui est quid de la gestion d'une grossesse quand c'est le père qui est malade. Alors là, la réponse est relativement simple. Là, donc la problématique de la prise en charge de la maman là n'a pas lieu d'être, en tout cas, sauf si elle est apparentée à son conjoint. Et par contre, reste entière la problématique de la transmission et donc de tout ce qui est le conseil génétique autour du risque de transmission et de déterminer l'âge de début de la surveillance cardiologique chez l'enfant à naître, en sachant que dans la majorité des maladies cardiaques héréditaires, l'expression cardiaque est retardée et donc on n'a pas forcément besoin de faire un bilan cardiaque dès la naissance, que dans d'autres pathologies, au contraire, comme le QT long, on recommande de faire des investigations cardiologiques dès la naissance avec un électrocardiogramme en maternité. Donc je suis porteuse du gène MYBPC3, j'ai les troubles du rythme. Alors là, on ne nous précise pas lesquels, mais pas l'épaisseur du cœur. Quels sont les risques possibles ? Alors là, j'imagine que c'est quelqu'un qui appartient à une famille de cardiomyopathie, hypertrophique probablement.
qui auraient des troubles du rythme sans avoir encore développé l'aspect hypertrophie de la maladie. Alors ça, c'est très rare. Donc on est déjà dans une situation assez exceptionnelle parce que dans les cardiopathies, tu me diras, Jean-Noël, si tu es d'accord, dans les cardiomyopathies, on a exceptionnellement, dans les cardiopathies hypertrophiques notamment, des troubles du rythme inquiétants à un stade où l'hypertrophie elle-même n'est pas encore développée. On a quelques cas, j'en ai quelques-uns, et dans ces cas-là, on les suit très étroitement sur le plan du risque rythmique notamment. Donc il faut une surveillance sûrement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors surveillance rythmique, traitement, et après, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais les femmes qui ont un défibrillateur peuvent avoir des grossesses tout à fait normales, donc il n'y a aucun souci. On n'a pas l'impression qu'il y ait une augmentation forte des troubles du rythme pendant la grossesse. Après l'accouchement, il faut dialoguer avec les obstétriciens, les anesthésistes pour savoir que faire du défibrillateur et le surveiller, l'arrêter, etc. Mais c'est des problèmes qui sont assez simples à traiter. Voilà. Donc, si un jour vous deviez avoir un défibrillateur, ça ne contre-indiquerait pas une grossesse. J'ai une question pour le professeur Domergue. Là, on parle donc de familles dans lesquelles la maladie est déjà connue. Mais je voulais savoir, professeur, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la formation de vos confrères obstétriciens dans le cas de suivi de grossesse où apparemment la maladie n'existe pas dans la famille, mais pour autant, il peut être d'intérêt de diagnostiquer un nouveau cas de QT long, par exemple, ou enfin voilà, un nouveau trouble du rythme, en fait, dans une famille où on n'a pas encore diagnostiqué de cette maladie, puisque là, les mamans ne sont pas forcément suivies dans un centre spécialisé. On fait le diagnostic au moment de la grossesse ? C'est ça, c'est-à-dire que oui, quand il y a intérêt, quand il y a un besoin de suivre l'enfant assez tôt au moment de la naissance, voire d'organiser la naissance, qu'est-ce qu'il en est de la capacité dans un suivi de grossesse a priori plus normal de savoir trouver ces maladies-là? D'abord, c'est injuste de me poser la question à moi, mais je pourrais essayer de répondre quand même. Si votre question c'est pour prévenir les événements néonataux liés au QT long, doit-on faire un dépistage du QT long chez toutes les femmes enceintes en faisant un électrocardiogramme à toutes les femmes enceintes? Ça ne me paraît pas réaliste. Si votre question est la grossesse est-elle un moment où on peut découvrir des cardiopathies maternelles? Alors j'ai pas bien compris la question. Voilà. La question, c'est au niveau, en fait, dans une famille où on ne connaît, enfin, la maladie n'est pas a priori connue, ou pas présente jusque-là. Qu'est-ce qu'il en est de pouvoir la trouver chez un enfant qui la porterait? De toute façon, même une maladie génétique, il y a toujours un premier dans une famille. Oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est de pouvoir détecter cette maladie quand il y a un besoin de prise en charge assez précoce ou d'organisation de la naissance? Ça revient un peu à la première partie. À ma connaissance, on ne peut pas. C'est-à-dire que le QT long asymptomatique, il faudrait avoir un électrocardiogramme de quelqu'un. Et donc, si on voulait le dépister chez des nouveau-nés encore asymptomatiques, il faudrait faire un électrocardiogramme à tous les nouveau-nés. Il y a des programmes en Italie qui font ça. Voilà. Ça a été fait en Italie par l'équipe de Schwartz. Sur toute une région italienne. Globalement, faut faire, on ne sait pas faire. En tout cas, sauf pour détecter des grosses anomalies, et qu'en fait, c'est fréquent d'avoir un allongement de la durée du QT à la naissance chez les bébés, mais qui se normalise après. Donc, on risquerait de faire beaucoup de diagnostics par excès, et que par ailleurs, sauf dans des formes vraiment tout à fait exceptionnelles, y compris dans les familles de QT long, où il y a un allongement du QT très important chez le bébé, où là il y a un risque immédiat, le risque sur les premiers mois ou les premières années de vie, dans le cadre du syndrome du QT long, quand on n'est pas dans les formes hyper sévères de QT long, est en fait très faible. Ça augmente surtout à partir de l'âge de 6 ans. Donc la rentabilité, ça a été fait dans un travail de recherche, avec toutes les difficultés que ça pose en termes d'interprétation des tracés, mais je crois que ça n'a pas beaucoup de rentabilité en fait. C'est effectivement le problème des programmes de santé publique. Il faut trouver des compromis entre le bénéfice, la faisabilité, le coût, l'interprétation, la logistique et le rendement.
Et là, ça paraît un peu compliqué.